Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 12h06, l'interview de midi et demi. Je reçois aujourd'hui Arnaud Robinet, le maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler évidemment de la réforme des retraites, le plan santé, mais aussi de cette volonté que vous avez. Vous dites, il faut absolument adopter une loi sur le grand âge. C'est vrai que le grand âge... d'abord, la population vieillit, la population française vieillit. Ensuite, tous les présidents de la République qui se sont succédés ont promis une loi sur le grand âge qui n'est jamais venue. Même Emmanuel Macron, lui aussi, a fait cette promesse et on attend toujours. Bien, on va en parler avec Arnaud Robinet, mais je voudrais commencer sur la réforme des retraites. Présentation cet après-midi par Elisabeth Borne. Vous savez que cette réforme sera présentée ensuite en Conseil des ministres le 23, puis les discussions commenceront le 6 février à l'Assemblée nationale pour 15 jours. Nous verrons ce que ça va donner sur le plan purement politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur de cette réforme. D'abord, la question d'âge. Mais il n'y a pas que l'âge. Tout le monde se focalise sur l'âge. 64, 65 ans. Ce sera 64 ans, Arnaud Robinet. C'est ce qu'on a entendu, oui, c'est 64 ce que vous avez ans. entendu. Oui. C'est ce que vous savez. 64 ans, avec 43 ans de cotisation. C'est-à-dire qu'on va accélérer un peu la réforme Touraine. Tout à fait. Voilà. Bon, ça c'est la première chose. Mais à côté de l'âge, il y a aussi l'emploi des seniors. Alors l'emploi des seniors, là aussi, il y a une volonté. Là encore, je n'ai pas le texte, vous non plus. Mais apparemment, il y a la volonté de pousser les entreprises à garder les seniors dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on devrait créer un index comme pour les femmes dans l'entreprise. C'est un index, un nombre de seniors. L'entreprise devrait faire la publicité du nombre de seniors employés. Et si l'entreprise n'emploie pas suffisamment de seniors, elle pourrait être sanctionnée. Il faut aller jusqu'aux sanctions ou pas? Non, il faut arrêter. Non. La réforme des retraites, c'est déjà quelque chose d'anxiogène pour l'ensemble de la population et même pour les entreprises. Donc, si c'est agiter le bâton en disant des sanctions financières pour les entreprises qui n'auraient pas un quota, et d'ailleurs je suis contre la politique des quotas personnellement, je trouve que ce on va pas dans le bon sens. Mais vous êtes contre les quotas même migratoires, par exemple? Alors, c'est encore... Non, non. Parce que vous dites, je suis contre la politique des quotas. Vous savez, quand on dit les quotas, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où, au sein de nos conseils municipaux ou d'entreprises, voilà, c'est tant de personnes de tel sexe, tant de... Voilà, moi je pense que la société évolue, moi je juge les gens par leurs compétences et non pas par rapport à ce qui peut les distinguer, soit d'origine ou autre. Et donc, cette politique de quotas, en fait, entrave un peu un centre de liberté. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Mais sur cette réforme des retraites, on nous annonce 64 ans. Très bien. Moi, j'ai été le rapporteur pour la réforme de 2010 des retraites portée par l'UMP. Je défendais à l'époque, vous savez, déjà un report de l'âge à 65 ans. Pourquoi ? Parce que en 81-83, nous étions à 65 ans avant les réformes menées par François Mitterrand et que nous savions bien que l'évolution démographique allait mettre à mal ce système par répartition. Solidarité intergénérationnelle, et que le nombre ou le ratio cotisants, c'est-à-dire actifs retraités, ne va pas dans le bon sens et va encore ne va pas s'améliorer dans les années à venir. Donc oui, travaillons plus longtemps, mais de manière aussi avec de ça de ne la va pas assez justice loin alors, sociale. 64 ans. Moi j'étais favorable aux 65 ans, ça ne me posait pas de grandes difficultés, en prenant en compte bien évidemment des spécificités. Il y a la pénibilité, même si on a du mal à définir ce qu'est la pénibilité en tant que telle, mais aussi le sujet des carrières longues. On parlait beaucoup de la question de la retraite des femmes, mais même si la retraite des femmes, pour moi, doit être plutôt réglée au moment de la carrière, durant la carrière professionnelle, et pas au moment de la retraite, mais c'est durant la carrière professionnelle pour avoir une égalité des salaires. Voilà, donc oui, 65 ans me paraissait le bon chiffre, le bon âge. 64 ans, je comprends les négociations avec les partenaires sociaux, même si... Et avec LR. Et avec LR. Sur LR, vous savez, je suis un peu étonné quand même, un peu des retours. Vous êtes ancien, je rappelle, vous êtes ancien de l'UMP. Oui, ancien de l'UMP. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'UMP et chez LR, on a toujours plutôt tendance à aller vers une réforme, c'est vrai, très paramétrique, avec un recul de l'âge de départ à la retraite, plus que d'ailleurs que l'augmentation de durée de cotisation, parce que ça rapporte beaucoup plus vite rapidement. Aujourd'hui, je suis parfois un peu étonné par certains
prise de position de mes anciens amis de chez LR. Mais pensez à Aurélien Pradier, par exemple. Aurélien Pradier, pour pas le citer. Bref, oui. Mais cette réforme, elle est nécessaire. Donc il faut y aller. Le gouvernement l'a annoncé, le président l'a annoncé. Il faut y aller. Il faut aussi, bien sûr, nous continuer à dialoguer avec les partenaires sociaux. C'est indispensable. Et prendre en compte un certain nombre de points. Alors, 64 ans, 43 ans de cotisation. Bon, quelles conséquences? Parce que ce qui importe, c'est la conséquence sur la vie de chacun d'entre nous. Pas moi, parce que j'ai dépassé, mais beaucoup de Français. Si j'ai commencé à 20 ans, je devrais travailler jusqu'à 64 ans, par exemple. Et non? Alors, oui ou non? Alors, tout dépend. Alors, c'est le système français qui est très complexe et très compliqué. C'est très compliqué. Et notamment avec ces deux paramètres qui sont la durée de cotisation, les fameux 43 annuités. Et l'âge légal. Et l'âge légal. Pour toucher une retraite pleine. Hein. Parce qu'on parle toujours d'âge légal, on n'ajoute jamais l'âge légal pour toucher une retraite pleine. Si je pars à 64 ans et je n'ai pas mes 43 années de cotisation, je ne toucherai pas ma retraite pleine. Voilà. Mais je toucherai ma retraite pleine à 67 ans. Donc si je toucherai ma retraite pleine à 67 ans. Ça fait que si j'ai commencé à travailler à 20 ans, si je pars à 64 ans, j'aurais cotisé 44 ans. 44 ans. Ben voilà. Plus que 43 ans. Plus que 43. Ouais. Bon. Mais c'est là où on voit que le système est très complexe et parfois peut être aussi jugé inéquitable. C'est pour ça que la première réforme qui avait été proposée par le gouvernement d'Édouard Philippe, moi, ne me posait pas de problème associer une réforme paramétrique à une réforme systémique pour plus de clarté, de lisibilité. Mais pourquoi l'avoir abandonné? Alors, Arnaud Robinet, alors là vous prêchez un convaincu. Voilà, une réforme qui était un peu complexe. Hein, complexe. Qu'on aurait pu simplifier. Qui aurait mis du temps à se mettre en place. On avait fait des rapports, moi, à l'époque, à l'Assemblée nationale sur le sujet, mais ça donnait de la transparence, ça donnait de la lisibilité, une légalité, ou plutôt une équité pour l'ensemble de nos concitoyens. Il est dommage d'avoir stoppé cette réforme, alors que c'était demandé à l'époque aussi par les centristes. François Bayrou, le MoDem, ça a toujours été dans leur programme. Un grand nombre de parlementaires. On va nous dire que la crise Covid est passée là, les gilets jaunes, très bien. Oui, d'accord. Mais bon, en fait, j'ai bien peur que la réforme des retraites que l'on va nous proposer ce soir, basée uniquement sur l'âge, les 64 ans, et l'accélération de la durée de cotisation, j'ai bien peur que ça ne règle pas le problème in fine sur le long terme. Ah, vous dites que c'est une réforme pour rien, quoi. Pour rien, non, parce que toutes les réformes ont amené... C'est une réforme pour rien. Non, je n'ai pas dit ça, parce que toutes les réformes... C'est une réforme insuffisante, je dirais alors. Alors, insuffisante, parce que on pensait avoir réglé le problème en 2010 avec la réforme portée par François Fillon et Éric Woerth. On pensait avoir réglé le problème en 2013-2014 avec la réforme Touraine. On voit qu'en fait, on y revient. Non, mais c'est intéressant parce que vous êtes membre de la majorité. Vous n'êtes pas député, mais vous êtes derrière Édouard Philippe, donc membre de la majorité. Vous êtes Horizon. Bien sûr. Vous êtes Horizon, mais vous dites que cette réforme est insuffisante. Vous savez, c'est un marqueur chez Horizon, cette réforme des retraites. Mais je sais, c'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je vous le dis. Bon, donc, elle est insuffisante. Alors, il y avait d'autres solutions. Hein. Il y avait la solution d'augmenter les cotisations. Certains disent, on peut augmenter un peu les cotisations. D'autres disent même, il faut faire payer les retraités. Certains disent qu'il faut payer une contribution aux retraités quand on veut aller pour éviter l'augmentation, l'allongement de l'âge légal. Quand on s'engage vers une réforme des retraites qui est simplement paramétrique, il n'y a pas 36 paramètres. Hein. Non, il y a le recul de l'âge du départ à la retraite, qui va être effectif, la durée de cotisation, ou baisser les pensions des retraités ou augmenter les cotisations. Je pense qu'aujourd'hui, ou majorer les cotisations. Je pense qu'aujourd'hui, aucune entreprise, et je pense que les représentants du patronat seraient bien sûr tout à fait contre, et on peut le comprendre. Le sujet de baisser les pensions, je crois que c'est aujourd'hui, avec les difficultés que connaissent nos retraités, et moi j'en vois régulièrement à Reims, qui vivent avec 900 € de retraite. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Tiens, je vais vous parler des 1200 €. Oui. Vous dites donc, on ne baisse pas on peut pas baisser les pensions. Et puis je vais vous dire, les retraités d'aujourd'hui, ceux qui ont payé aussi, qui ont cotisé pour les retraités de leur époque. Donc ils ont participé à l'effort. C'est une solidarité intergénérationnelle. Ou alors, un bing-bang des retraites. Je ne suis pas forcément favorable. La remise en cause du système par répartition. Et allons vers plus de capitalisation, c'est-à-dire une retraite individuelle. Parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Parce que nos concitoyens, quand vous leur parlez des retraites, ils vous disent « Ah mais attendez, moi j'ai cotisé tant, donc j'ai le droit à tant. » Mais non. Vous cotisez pour ceux qui sont en retraite au moment où vous travaillez. Et donc, il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire autour du système français. Bien, un mot sur... ensuite, nous observons une petite pause. 1 200 € de retraite minimum pour l'ensemble des retraités, non seulement pour les nouveaux entrants.
Je ne sais pas, là encore. C'est une promesse, 1200 euros, brandie par le président de la République. 1200 euros, c'est une promesse. J'ai vu que le groupe Renaissance à l'Assemblée, en tout cas, validait cette proposition et allait faire un certain nombre de propositions par la voix d'Aurore Berger. Il faut être clair, vous savez, moi qui suis élu local, maire de Reims, encore samedi, je recevais une retraitée, elle avait à peine 900 euros pour vivre. Donc oui, ce n'est pas... Et elle a travaillé toute sa vie, et elle est veuve. Donc pour tous les retraités, pas seulement pour les nouveaux entrants. Mais non, on va encore opposer les Français, les retraités les uns aux autres. Moi, je pense qu'il y a une question de justice. Donc 1200 euros pour tous les retraités. Mais vous savez, cette réforme des retraites, et j'arrêterai là, je pense qu'il fallait la présenter comme un pacte solidaire ou un pacte social. Parce que derrière, il y a le niveau de pension de nos retraités actuels, il y a le sujet de sauvegarder ce système par répartition, et puis l'autre sujet qu'on abordera tout à l'heure, la question du financement de la prise en charge de nos aînés. Voilà, de nos aînés, le fameux grand âge, et vous demandez une loi sur le grand âge, on va en parler juste après la pub. Arnaud Robinet, il est 12h16. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, alors pour lancer ce débat autour du grand âge, je rappelle, Arnaud Robinet quand même, c'est très très intéressant, que vous représentez à travers la Fédération Hospitalière de France 3000 EHPAD publics. Tout à fait. 3000 EHPAD publics, c'est-à-dire 50% des personnes accueillis en EHPAD. Tout à fait, c'est 3800 établissements, mais en comparaison, ça représente 50% des résidents. Oui, des résidents, ce qui est énorme. Alors, à propos du troisième âge, témoignage de Fred, qui est à Nîmes, dans le Gard. Je connais bien. Fred, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Fred ? En fait, je voulais dire que ces projets de loi, c'est bien, mais il n'y a rien qui est fait. Il gère toujours pareil. On fait des lois sur des lois existantes. Et pour l'instant, il n'y a pas de loi sur le grand âge. Alors donc, on ne peut pas en parler, il n'y en a pas. Ouais, non, mais la maltraitance et tout qui est faite à l'intérieur de ces établissements. Moi, j'ai mon ex-copine qui était infirmière. Elle avait 40 ou soit à 60 soignants, à 60 résidents à s'occuper sur une nuit. Mais c'était infernal. C'est juste des conditions inhumaines. Et là, pendant le Covid, on les a enfermés, on les a maltraités. Il n'y a personne qui a levé la main. Il a dit, oh, attendez, il y a un scandale qui est en train de se passer là. Il n'y a personne qui a bougé. Donc moi, je vais dire, tous ces syndicats, là, tous ces associations, ces députés, ils sont dans le spectacle. C'est que des gens qui sont bien placés, ils sont heureux là, ils font du spectacle et c'est tout. Et par contre, on laisse les personnes âgées. Moi, j'ai ma belle-mère qui était dans un EHPAD et c'était une catastrophe. C'était 1 000 euros par mois avec des conditions dramatiques. Mais alors, tout ça, c'est du fake. Vous racontez des salades, des associations d'EHPAD. Donc arrêtez de nous prendre pour des Fred, mais ça, vous avez fait le constat qui est partagé maintenant. Il faut effectivement améliorer tout ça. Et il ne faut pas partir battu, il ne faut pas penser que rien ne sera fait. Il faut faire, justement, et c'est la raison pour laquelle vous avez raison, vous servez d'alerte, Fred, Arnaud Robinet, il faut faire. Il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, qu'une loi sur le grand âge permette à la fois d'embaucher en masse, bien évidemment, pour aider nos anciens et améliorer les conditions de vie de nos anciens dans ces établissements et améliorer le fonctionnement de l'établissement et même ouvrir ces établissements. Mais bien évidemment, et ce que dit l'auditeur, le constat, on le partage, il est partagé par tous. C'est pour ça d'ailleurs que la Fédération Hospitalière de France, aujourd'hui, a décidé de faire une proposition de projet de loi au gouvernement pour, je dirais, toucher à l'ensemble de la politique du grand âge. Et c'est vrai que depuis des années, on a eu des politiques de petits pas, on a eu de nombreux rapports faits par des experts, des spécialistes et autres. Force est de constater aujourd'hui que 85% des EHPAD publics sont déficitaires d'équilibre financier fin 2022, que les établissements en termes de structure, en termes d'investissement, les investissements n'existent plus aujourd'hui, que la situation, les conditions de travail des agents dans les EHPAD ne sont pas acceptables aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on s'est pris en main. On n'a pas attendu, je dirais, encore un énième rapport, parce qu'on a cette expertise du terrain. Alors, que proposez-vous ? Derrière, le vrai sujet, c'est bien évidemment la question des ressources humaines. Voilà. Nous, on le dit clairement, on a fait notre étude.
notre enquête auprès des différents EHPAD publics, c'est le recrutement de 100 000 personnes d'ici les 5 ans. Il faut que dans les 5 ans, on recrute 100 000 personnes pour nos EHPAD. Alors après, on va me dire, mais 100 000 personnes, c'est bien de balancer un chiffre. Derrière, il faut les former. Mais bien évidemment qu'il faut les former. Oui. Et je pense qu'il faut mener une politique offensive. Et bien les payer. Et bien correctement les payer. Une politique offensive en termes de recrutement, de promotion des métiers. J'ai toujours... Dans le métier de la santé ou médico-social, il faut regarder ce qu'a fait le ministère de la Défense, vous savez, dans cette promotion des différents métiers. Oui. Et ben, il faut faire la même chose, il faut y aller, il faut être offensif, il faut être dynamique. Derrière, la question de la rémunération, des conditions de travail, de la formation continue, la validation des acquis d'expérience, la formation continue, les changements d'évolution de carrière au sein d'un établissement. Et donc, tout ça, bien évidemment, c'est à prendre en compte. C'est 100 000 personnes à recruter. Derrière, c'est également les EHPAD, mais il y a également le maintien à domicile, puisque le concitoyen souhaite rester à domicile. Bien sûr, donc il y a aussi les accompagnants, les accompagnatrices et toutes les personnes qui accompagnent nos aînés en fin de vie. Et puis le sujet également, tout ça, c'est la question du financement. Et nous, on l'a budgété, c'est 10 milliards d'euros. Ben 10 milliards d'euros sur 10 ans, c'est tout à fait possible. 10 milliards Donc il faut un plan, au moins de 10 milliards d'euros sur 10 ans, qui prévoit 100 000 créations d'emplois. 100 000 créations d'emplois, qui permet les investissements dans nos établissements, qui permet de faire des EHPAD des plateformes territoriales, c'est-à-dire ouverts aux non-résidents, mais qui propose également un nombre de services à nos aînés. C'est revoir totalement la restructuration des métiers et surtout de nos établissements. Et je n'oublierai pas la prévention. Alors, bien évidemment. Très important. Hein. La prévention dans le médico-social comme en santé, c'est le parent pauvre. C'est 5% du budget du ministère de la Santé. Et donc, forcément, c'est un investissement parce que les résultats de la prévention, vous les avez à 3, 4, 5, voire 10 ans. Mais bien évidemment, accompagner nos aînés, c'est de la prévention. Ça peut passer par le sport adapté. Il y a de multiples, aujourd'hui, outils que nous pouvons donc utiliser. 10 milliards d'euros pendant 10 ans, 1 milliard d'euros chaque année, qui peut être financé justement par la réforme des retraites, si on parle de pacte solidaire et social, en disant à nos concitoyens, sauvons le système par répartition, solidarité intergénérationnelle. Cette solidarité, il faut la poursuivre. Et ben on va la poursuivre grâce à des efforts que l'on demande bien évidemment, mais qui va nous permettre de financer le plan grand âge transversal. On parle des EHPAD, on parle du maintien à domicile, mais c'est l'adaptation de la société au vieillissement de la population. Bien, un plan grand âge, si par hasard Édouard Philippe devient président de la République, vous défendrez ce plan, j'imagine, Arnaud Robinet. Vous savez, il se prépare. J'espère surtout que la FHF pourra soutenir ce plan dans les prochains mois. Je crois qu'on n'a pas le temps d'attendre encore 5 ans. Compris. Mais il se prépare. Édouard Philippe va bien, il est sur le terrain. Qu'est-ce que je dis 2027 ? Moi, je dis n'importe quoi. 2027. Oui, 2027, oui, c'est ça. Il se prépare 2027, oui. Horizon se structure, voilà. Bon, d'accord. Horizon se structure, j'ai compris. Pour que le candidat soit soutenu. Merci Arnaud Robinet. Non, merci à vous. Président de la Fédération hospitalière, mais je retiens le chiffre 100 000 créations d'emplois et absolument. Alors là, je suis derrière vous à fond. Merci Arnaud Robinet. Merci beaucoup. Il est 12h26. Vous êtes sur Sud Radio. André Berkoff.